après une émotion non plaisante, après la ménopause qu'avant. Donc je pense que les oestrogènes pourraient peut-être jouer un rôle important, comme elles jouent un rôle très important dans toute la physiologie du système nerveux central. Tout à fait. Bon, après, moi j'ai une question par rapport au Parkinson. Est-ce que les seuils de sensibilité à la douleur ne changent pas chez le malade Parkinson? Ah oui, tout à fait. Quand il s'agit de la douleur nociceptive. Alors, effectivement, les malades parkinsoniens, comme je l'ai dit tout à l'heure, perçoivent plus, ou alors de façon amplifiée, la douleur nociceptive, parce que leurs seuils sont plus diminués. Et d'ailleurs, il y a eu des études qui ont été faites chez les parkinsoniens, où ils ont montré de façon d'ailleurs douloureuse, ça c'est paradoxal, douloureux ou pas douloureux, les seuils sont plus bas chez le parkinsonien. Mais elles sont plus bas encore du côté, par exemple, qui est le plus lévé. C'est-à-dire comme le parkinsonien au début, il va apparaître d'un côté plus que de l'autre. Donc du côté là où les symptômes semblent plus, on va dire, difficiles ou les plus marqués, le seuil est plus bas que l'autre côté. Mais on a déjà rapporté que le malade parkinsonien, on va dire, elle est plus susceptible d'avoir mal que d'autres. Donc si vous avez autour de vous, c'est ce que je dis toujours, des malades parkinsoniens, s'ils se plaignent, c'est que c'est vraiment, ils ont vraiment mal. Pour la douleur nociceptive notamment. Donc ça c'est prouvé et c'est publié, ça on le sait, effectivement. Est-ce qu'il y a... Oui. Bonjour Rabia. Bonjour. Ça me fait plaisir de te revoir et monsieur Hamid aussi. Et je voulais juste, parce que dans la présentation, il y avait que la stimulation cérébrale profonde, elle améliore la qualité de vie, et notamment la douleur aussi, mais pas pour les douleurs. Y aura-t-il une possibilité que cette douleur qui est liée à la maladie de Parkinson n'est pas exclusivement due à l'altération ou dysfonctionnement des systèmes dopaminergiques et tout ça, mais aussi à une altération des terminaisons nerveuses périphériques et nociceptives aussi? C'est possible, effectivement, c'est possible. Tout ce qu'on sait, c'est que la stimulation cérébrale profonde, elle reproduit, on va dire, les mêmes effets que la L-Dopa, que le traitement dopaminergique. Donc on a plutôt tendance à dire que ça agit effectivement là où la dopamine on a besoin. Donc la dopamine et on l'a vu tout à l'heure aussi, dopamine et peut-être aussi noradrénaline. Donc on n'arrive pas encore à voir la différence entre les deux systèmes. Donc il est possible qu'il y ait d'autres facteurs effectivement qui jouent là-dedans. Ça, il faudrait que la recherche avance en ce sens justement pour apporter plus d'éléments. Donc merci Yazid pour cette question. Donc juste pour rappel, Yazid c'est mon ancien Master 2 qui a fait son Master dans le service dans l'université Qadia Iyad à Marrakech avec professeur Bennis et qui est venu en France pour faire un stage chez moi, donc dans l'équipe voilà, à Bordeaux. Donc je suis ravie aussi de te revoir ici. Voilà, je te souhaite une bonne continuation pour ta thèse. Oui, madame. Fatiha. Oui, je voudrais ajouter un mot à la remarque de Madame Nouria, c'est-à-dire qu'il y a au Maroc, c'est-à-dire j'ai travaillé en France et puis bien sûr ici au Maroc, et là le ressenti de la douleur, et vraiment j'étais impressionnée par le ressenti de la douleur en France, c'est-à-dire rapidement sur une échelle EVA sur 10, les Français avaient toujours des 7, 8, 9 sur 10. Alors, attends, excuse-moi. Comment dans ce cas-là tu vas placer les franco-marocains dans ton échelle? Parce que on doit être entre les Marocains qui vivent ici et les Français qui vivent là-bas. Comment je ne peux pas faire répondre, mais c'est-à-dire qu'en revenant au Maroc, donc là, les patients avaient des douleurs de 4 sur 10, de 5 sur 10, pour les mêmes types de douleurs, les mêmes plaintes. Donc il y a quand même peut-être une expression différente, un vécu différent, et ça reste un champ de recherche. C'est-à-dire que la douleur, il faut l'explorer chez les patients marocains. Voilà. Donc par rapport à la stimulation, effectivement, l'implication du système dopaminergique, j'ai travaillé également sur ce seuil de douleur et où effectivement le seuil de douleur était abaissé chez les parkinsoniens, qu'on arrivait à rétablir
avec la dopamine et puis chez les patients après stimulation. Et donc effectivement, ils retrouvaient après la stimulation donc un seuil tout à fait normal. Voilà, merci. Merci pour ces prévisions, merci beaucoup. Donnez la parole à Madame Fatiha Noutia, s'il vous plaît. Je suis un petit peu étonnée depuis le temps qu'on utilise le modèle de la cisidroxydopamine, donc le modèle expérimental chez le rat, la souris, de se rendre compte qu'il y a une douleur chez ces animaux. Et donc ma question est, l'apparition de la douleur, elle est progressive, elle est juste après, c'est à quel moment elle augmente, elle diminue, comment elle progresse? J'ai pas lu votre article. Alors, en fait, ce modèle qui est très utilisé dans l'équipe de Hamid, puisque c'est son modèle de travail pour la maladie de Parkinson, effectivement, l'idée d'une collaboration douleur-Parkinson est née depuis un certain temps, mais on n'a pas eu le temps de la concrétiser. C'est un travail qui date d'il y a 2 ans à peu près. Et effectivement, comme la maladie de Parkinson, excellente question. Dans la maladie de Parkinson, c'est une maladie en fait évolutive pour les symptômes moteurs, et le modèle 6HDA, effectivement, il est stabilisé à partir de la 3e semaine, puisqu'on avait déjà publié quand on était à Bordeaux sur ce modèle-là, et on a montré qu'il y a une perte de neurones qui est progressive, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça y est, on atteint le taux de 70% de neurones, on va dire, qui disparaissent pour commencer toutes les manips à 3 semaines. Et le seuil de la douleur, on l'a fait, les premières, bien sûr, comme on ne savait pas du tout, nous aussi, on était comme toi, on ne savait pas trop si ce modèle-là présentait une douleur. Et on a commencé à faire, parce qu'Hamid, il est comme ça, hein, c'est vraiment un travail, ces étudiants savent un peu comment il fonctionne, c'est vraiment, on va dire, un travail de base et de titan, que voilà, on va comprendre. Alors, comment ça va évoluer? Effectivement, le seuil était bas la première semaine, mais il évolue justement avec la progression donc de l'installation de la maladie pour se stabiliser. Lui aussi, il n'y avait pas une grande différence, on va dire, entre 2 et 3 semaines. Et c'est pour ça qu'on a décidé pour la suite des expériences de se mettre dans les mêmes conditions à 3 semaines. Il y a une petite évolution effectivement du seuil. À partir de la première semaine, il y a une baisse du seuil thermique et plutôt mécanique plus que thermique. Donc, Aziz, peut-être veut rajouter quelque chose? Bon, ça sera la dernière intervention et puis on passera à la prochaine. C'est juste une question, Rabea. Oui. Quand tu utilises le modèle 6HDA, tu as un problème avec le membre supérieur, c'est ça? Dans un premier temps. On utilise les pattes arrière. Non, mais pour la partie motrice, c'est souvent avec la perturbation du membre supérieur. Enfin, en tout cas, pour la symétrie, effectivement, on la mesure avec les pattes avant, effectivement. Voilà. Et donc, du coup, les mesures nociceptives pour voir un peu cette allodynie mécanique et thermique, oui. elle est faite sur les membres inférieurs. Toujours les pattes arrière, oui. C'est là où on peut faire tout à fait. Tout à fait. Donc, ça voudrait dire en fait qu'il y a une lésion qui va affecter les membres supérieurs d'un point de vue de motricité, etc., oui. qui n'arrive pas encore aux membres inférieurs. Et ces membres inférieurs, apparemment, ils ont l'air d'être atteints. Je vois Étienne qui dit non. Là, c'est juste par rapport à une motricité. La motricité, ça va jusqu'en bas. D'accord. Mais en tout cas, les mesures effectivement du step-in, par exemple, on le fait parce que c'est l'appui, donc on le fait effectivement avec les pattes avant. Les mesures de douleur, des seuils, on les fait avec parce que l'appui elle est plus important, la patte elle est plus développée, on le fait à la. Est-ce que vous avez essayé après une inflammation par exemple, voir si très bonne question, c'est dans les clous, effectivement, c'est quelque chose qu'on souhaiterait développer. Injecter du CFA au niveau de la patte et voir les réponses après, on va dire, la mise en place de l'inflammation, effectivement. Bon, merci beaucoup, Rabea. Si vous avez d'autres questions, vous allez pouvoir en discuter avec elle plus tard. Nous allons passer à la dernière intervention de cette demi-moitié de cette moitié d'après-midi, demi-moitié d'après-midi, avec le docteur Étienne Hirsch qui vient de Paris et qui va nous présenter
un exposé oral sur peut-on arrêter la mort neuronale un jour dans les maladies neurodégénératives. Tout d'abord, je voudrais vous dire que je suis vraiment extrêmement honoré d'être là, de participer à cette journée en l'honneur de Rabia et de Hamid. Et ça principalement parce que vous voyez, je suis ni marocain ni bordelais. Donc je suis probablement le seul Parisien qui a été invité. Donc merci beaucoup. Et puis ça me fait vraiment plaisir pour trois raisons. D'abord, pour partager ça avec vous, humainement, je crois que c'est bien. Deuxièmement, parce que la maladie de Parkinson me passionne et tous les exposés, vraiment, enfin j'ai appris quelque chose pour tous les exposés. Et puis la troisième raison, c'est ce que font Rabia et Hamid, c'est vraiment important pour la maladie de Parkinson, que ce soit la stimulation cérébrale profonde ou la douleur, ce sont en tout cas dans le cadre du plan national maladie neurodégénérative en France, des points qui font l'objet de mesures spécifiques et en particulier l'étude de la douleur, c'est la mesure 84 du plan national maladie neurodégénérative et c'est une demande des patients parce qu'il faut, on a beaucoup parlé de recherche, de prise en charge, il ne faut pas oublier les patients et je crois que c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, je n'ai aucune idée de qui a bien pu donner ce titre, parce que c'est probablement le sujet le plus difficile qu'on m'ait demandé de traiter. Vous avez probablement tous entendu parler de Pierre Dac, un humoriste écrivain français, qui disait « La prévision est difficile, surtout lorsqu'elle concerne l'avenir ». C'est un peu ça qu'on me demande de faire, c'est-à-dire de savoir si on pourra mettre en place de la neuroprotection dans la maladie de Parkinson. Alors il y a une seule chose que je sais, c'est que pour le moment, la neuroprotection dans la maladie de Parkinson, ça ne marche pas. Il y a eu plein d'essais, des antioxydants, on a essayé de réduire l'excytotoxicité, peut-être due à l'hyperactivité du noyau subthalamique. On a essayé d'utiliser des facteurs neurotrophiques. Les derniers essais ont encore été des échecs. On a essayé de stimuler l'activité de la mitochondrie, produire plus d'énergie dans le cerveau. Ça ne marche pas. À un moment, lorsque les agonistes dopaminergiques ont été mis sur le marché, on a essayé de nous faire croire qu'en plus, ils étaient neuroprotecteurs. C'est pas vrai. Il y a des grosses sociétés de l'industrie pharmaceutique qui ont investi sur des anti-apoptotiques, en particulier à côté de Montréal, il y a un centre de 300 personnes qui a été créé pour mettre en place des anti-apoptotiques. 5 ans après, tout le monde était à la porte. Maintenant, on nous parle d'anticorps monoclonaux contre l'alpha-synucléine. Peut-être que ça va marcher. En tout cas, pour le moment, ça ne marche pas encore. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est de partager avec vous 5 raisons pour lesquelles je pense que ça ne marche pas. Et ça ne veut pas dire que la neuroprotection ne marchera pas. C'est simplement la façon dont nous essayons de mettre en place la neuroprotection qui n'est pas forcément adaptée. Et on va aller de la clinique au laboratoire et du laboratoire à la clinique. Alors, la première raison, c'est que je pense qu'il n'y a pas une maladie de Parkinson, mais il y a des maladies de Parkinson avec des étiologies multiples. On le sait pour les formes génétiques, c'est environ 10% des formes de maladie de Parkinson, mais il y a plein de mutations dans des gènes différents qui donnent des phénotypes cliniques qui sont différents. Au plan neuropathologique, il y en a qui ont des corps de Lévy, il y en a qui ont des accumulations de protéines tau, et c'est même encore plus compliqué, puisque quelquefois, dans une même famille, avec la même mutation, on a des phénotypes qui sont différents. En termes d'environnement, là aussi, l'environnement peut jouer un rôle, et je voudrais juste citer un exemple de notre laboratoire.
où nous étudions une cohorte de formes atypiques de maladie de Parkinson dans les Caraïbes, en Guadeloupe, où on suspecte en fait que cette maladie de Parkinson est due à la consommation pour des propriétés médicinales d'extraits de corosol, les feuilles et les racines de corosol. Or, dedans, dans les acétogénines, il y a un composé qui est l'anonacine, qui est un puissant bloqueur du complexe 1 de la chaîne respiratoire. Et il y a une très bonne corrélation entre la consommation de ces médicaments, ces pseudo-médicaments, et le développement de la maladie de Parkinson. Quand on va au laboratoire, on peut prendre des cultures de mésencéphale et on voit que l'anonacine est un puissant inhibiteur du complexe 1 de la chaîne respiratoire. C'est 3 fois plus puissant que la roténone, qui est l'inhibiteur le plus puissant, et 10 fois plus puissant que le MPTP. Chez l'animal in vivo, chez le rat, avec une pompe osmotique, on délivre le composé dans la cavité abdominale. On voit que le composé pénètre dans le cerveau par spectro de masse, donc il va bien de la périphérie au cerveau. Il inhibe le complexe 1, il va tuer les neurones, dopaminergiques et non dopaminergiques, et on voit que le patron en fait de la dénervation, de la mort neuronale, correspond à ce qu'on observe post-mortem chez les patients, avec une tauopathie, et ça ressemble tout à fait à la paralysie supranucléaire progressive, donc c'est une forme atypique dans les Caraïbes de maladie de Parkinson. Donc vous voyez qu'on peut avoir des isolats, des formes génétiques, des causes probablement environnementales, et pour autant, tous les essais cliniques sont faits sur des patients dont on n'a aucune idée de l'étiologie. C'est un peu comme si vous vouliez essayer de voir si l'insuline est efficace dans le diabète en administrant l'insuline à des patients insulino-résistants et des patients qui répondent à l'insuline. C'est évident que globalement, ça ne va pas marcher. Donc peut-être qu'il faudrait se poser la question de travailler sur des populations isolées, homogènes de patients parkinsoniens. Certes, ça ne répondra pas à l'ensemble de la maladie de Parkinson, mais au moins on aura une preuve de concept. Première suggestion. Deuxième suggestion, le traitement est administré beaucoup trop tard. On a déjà entendu qu'il y avait une phase asymptomatique au début de la maladie. Alors, je voudrais juste corriger quelques points de neuromythologie. Tout simplement parce qu'on entend souvent que les signes cliniques de la maladie de Parkinson apparaissent lorsque 70 à 80% des neurones sont morts. C'est totalement faux. C'est lorsqu'on a une diminution de 70 à 80% des taux de dopamine dans le striatum. En termes de corps cellulaire dans la substance noire, c'est variable, mais c'est de 40 à 60%. Juste, c'est parce qu'on a ça dans tous les textbooks, mais c'est faux. Et moi, j'ai analysé des cerveaux de Parkinsoniens, il y avait 45% de perte dans la substance noire, en termes de corps cellulaire. Donc, tout ça pour vous dire que c'est variable, ce seuil de dénervation, d'apparition des symptômes est variable. Mais c'est encore plus compliqué, puisque vous savez qu'avant le développement des signes moteurs de la maladie, il y a d'autres signes qui apparaissent, on en a déjà parlé. Ça peut être l'anosmie, ça peut être la constipation, ça peut être les troubles du sommeil. Et donc vous voyez que si on fait l'hypothèse que comme pour les signes moteurs, il y a aussi des phénomènes de compensation, vous voyez qu'on repousse vers la gauche ici la phase asymptomatique. Donc, finalement, on se retrouve avec quelque chose qui est plus compliqué. On a une vraie période asymptomatique sans aucun symptôme. On a une période que l'on appelle maintenant la phase prodromale de la maladie, mais qui est définie statistiquement. Statistiquement parce que ces autres symptômes ne sont pas spécifiques de la maladie de Parkinson. Une anosmie, le sujet âgé, il va avoir une anosmie. Ce n'est pas parce que vous êtes constipé que vous avez une maladie de Parkinson. C'est simplement la combinaison de ces signes non moteurs chez les patients parkinsoniens, d'une susceptibilité génétique, et on a parlé de gènes, et de facteurs environnementaux, qui va pouvoir vous dire qu'au plan statistique,
on a une forme prodromale de la maladie. Et puis après, vous voyez qu'il y a la phase symptomatique. Donc vous voyez que cette période, finalement, peut être très très longue, ça peut durer quelques décades, et toute la difficulté du traitement neuroprotecteur, c'est qu'il faut essayer de l'administrer là. Si vous arrivez après l'incendie, si vous êtes un pompier, c'est trop tard. Et on pense en fait que tous ces symptômes non moteurs de la maladie sont dus à la progression de la pathologie, c'est-à-dire la mort neuronale, l'atteinte de systèmes non dopaminergiques, comme l'étudie Hamid et Rabia, mais c'est aussi dû à l'accumulation d'alpha-synucléine dans ces régions non dopaminergiques. Et donc Braque et collaborateurs ont modélisé ça dans une très très belle revue que je vous invite à lire, et on voit que la phase prodromale de la maladie dure pendant une vingtaine d'années, donc avec l'hyposmie avant, la constipation, les troubles du sommeil, et puis c'est seulement lorsque les premiers signes moteurs vont apparaître que les neurologues vont dire qu'il s'agit d'une maladie de Parkinson. Et encore, ça peut même évoluer vers des syndromes parkinsoniens qui ne sont pas une maladie de Parkinson idiopathique. Et souvent, le traitement neuroprotecteur, on l'introduit ici, c'est-à-dire vraiment trop tard. Donc ça nous invite à essayer d'avoir des marqueurs de la phase prodromale de la maladie de Parkinson. Donc il y en a beaucoup. En particulier, on peut utiliser l'anosmie. J'ai déjà dit que ce n'était pas spécifique, mais on sait que chez les patients parkinsoniens, il y a des troubles de l'olfaction. Ça a été rapporté pour la première fois en 1980, et beaucoup de gens ont montré ça, et maintenant d'ailleurs il y a un tas de sociétés qui essayent de faire des petits kits pour soi-disant détecter la maladie de Parkinson. Alors la cause, ça peut être l'accumulation d'alpha-synucléine dans le bulbe olfactif, c'est très connu, mais il faut savoir aussi qu'il y a des neurones néoformés dans le bulbe olfactif. Il y a une zone de neurogénèse à côté du ventricule, la zone sous-ventriculaire, qui va aller par le flux de migration rostrale jusque dans le bulbe olfactif, où on va voir des nouveaux neurones. Eh bien, nous avons analysé ça aussi bien chez des patients atteints de maladie de Parkinson que dans des modèles expérimentaux de la maladie. Et on voit ici, par exemple, chez la souris intoxiquée par le MPTP, une diminution du nombre de neurones néoformés. Donc, il y a plusieurs causes, une diminution de la neurogénèse et puis l'accumulation d'alpha-synucléine. Alors, quelles sont les voies qu'il faut envisager pour essayer de trouver ces marqueurs? Il y a les troubles du sommeil, et on sait qu'il y a différentes structures cérébrales qui sont impliquées, le sublocus ceruleus, le noyau pédonculopontin, les troubles gastro-intestinaux, ça a été montré aussi bien chez l'homme que chez l'animal, en particulier chez la souris qui surexprime l'alpha-synucléine, les dysfonctions exécutives, et puis il y a même des marqueurs biologiques, comme par exemple l'accumulation de fer dans la substance noire, ou d'un transporteur du fer DMT1, et nos collègues allemands ont mis en place des techniques d'ultrasonographie pour voir l'accumulation du fer dans la substance noire chez les patients atteints de maladie de Parkinson, et on peut faire ça aussi par IR. Donc, deuxième leçon, essayer d'introduire le traitement neuroprotecteur plus tôt. La troisième raison, c'est que la cause initiale de la mort neuronale n'est pas forcément la même que celle qui va conduire à la progression de la mort neuronale. Et je crois que, donc vous voyez, c'est ce que je vous montre ici, la cause là-haut, avant que la maladie soit détectable, c'est pas forcément la même ici, le mécanisme peut changer. Et je crois que le meilleur exemple de ça, on en a déjà parlé ce matin, ce sont ces jeunes toxicomanes sur la côte ouest des États-Unis qui se sont administrés du MPTP. Bien, ces personnes-là ont développé au plan clinique un syndrome parkinsonien très rapidement, à l'espace de quelques jours. Et puis, ils n'ont plus jamais été en contact avec le MPTP. Alors, il faut savoir qu'en l'espace de 8 jours, on a excrété, pardonnez-moi, on a pissé le MPTP et on n'a plus de MPTP dans l'organisme. Et pour autant, au plan clinique, il y a une progression des symptômes.
Or, il n'y a plus de MPTP, donc la cause n'est plus là. Et c'est bien une progression des symptômes qui est due à une prolongation de la dégénérescence des neurones dopaminergiques. Ça a été montré en PET scan avec des analyses à 5 ans d'intervalle. La pente du déclin des marqueurs dopaminergiques est identique à celle observée dans la forme idiopathique de la maladie et beaucoup plus pentue que ce qu'on observe au cours du vieillissement normal. Donc ce n'est pas simplement le vieillissement normal. Donc il y a quelque chose qui continue à se passer et Langston, qui a été le neurologue qui a suivi ces patients, a pu analyser post-mortem 4 cerveaux de ces patients. Il a mis en évidence la présence dans la substance noire de cellules microgliales activées. Et ça nous dit 2 choses. Premièrement, que le processus dégénératif est toujours actif, il y a toujours des neurones qui dégénèrent. Et deuxièmement, que peut-être, mais ça n'est qu'une hypothèse, les phénomènes neuro-inflammatoires sont à l'origine de cette propagation de la mort neuronale une fois qu'elle est enclenchée. Donc vous allez enclencher un cercle vicieux. Et d'ailleurs, ça colle tout à fait avec des données qu'on a obtenues au laboratoire, où on a montré que des neurones dopaminergiques souffrants peuvent sécréter une protéine de stress, qui est la heat shock protéine 60, quelque part, le neurone qui est malade, il dit aux autres « Eh, ça va pas, je suis en train de souffrir ». C'est votre patient là qui disait, qui n'exprimait pas sa douleur. Ben là, les neurones, ils expriment leur douleur. Alors, ce qui se passe après, c'est que cette protéine HSP 60 va se lier à un récepteur, qui est le Toll-like récepteur 4, qui est présent sur les cellules microgliales. Ça va activer ces cellules microgliales, qui en retour vont tuer les neurones dopaminergiques. Donc vous voyez, c'est un exemple de ces cercles vicieux. Donc si on a un patient MPTP, si on donne quelque chose pour essayer de restaurer la mitochondrie, comme les dégâts ils ont déjà été faits par le MPTP, mais que les neurones continuent à mourir parce qu'il y a d'autres raisons et que c'est la neuroinflammation, vous n'allez rien faire avec votre médicament anti-MPTP. Oui, alors juste un exemple pour vous montrer qu'on peut agir là-dessus. D'une façon vraiment inattendue, on a pu montrer que des antibiotiques et la doxycycline bloquaient cette activation microgliale et protégeaient les neurones dopaminergiques. Et on est en train de commencer une toute petite étude clinique preuve de concept avec des antibiotiques. Donc, peut-être qu'il faudra traiter les Parkinsoniens avec des antibiotiques, mais j'en sais rien du tout parce que je ne suis pas devin. La 4e raison, c'est qu'il y a plusieurs mécanismes qui peuvent conduire à la mort neuronale. Et ça rend les choses extrêmement compliquées en termes de développement de médicaments et de stratégies neuroprotectrices. Alors, on l'a déjà dit, il y a l'alpha-synucléine qui va jouer un rôle. Il y a la dysfonction mitochondriale qui joue un rôle, avec à chaque fois des mutations dans des formes génétiques de la maladie. Et puis, il y a une altération de l'élimination des protéines normales et altérées, c'est-à-dire que les phénomènes d'ubiquitination et l'activité du protéasome ne sont pas normalement fonctionnels chez les patients parkinsoniens. Alors, j'en dirai pas plus sur les mécanismes de mort neuronale, et si vous êtes intéressés, il y a 2 revues, là une revue dans laquelle on avait collectivement fait un article sur les mécanismes de mort neuronale et un plus récent du laboratoire que je vous invite à lire si vous voulez avoir plus de détails. Tout ça, c'est pour vous dire qu'il y a dans les neurones des mécanismes différents de mort neuronale. Et si on essaye de conceptualiser ça, en termes de stratégie de neuroprotection, c'est complètement différent si ces mécanismes sont en série, parce que si A donne B donne C et que vous bloquez B, eh bien, vous allez bloquer l'ensemble de la chaîne, probablement. Par contre, si les voies de mort neuronale sont parallèles, vous voyez que si vous bloquez A, B va quand même continuer à être actif. Et donc, ce qu'il va falloir faire, c'est utiliser des cocktails de molécules. Et manque de chance, c'est exactement ça qui se passe dans la maladie de Parkinson. Et ça, on l'a montré in vitro, où on a pris toujours des cultures de neurones du mésencéphale. On a mis une dose subtoxique d'inhibiteurs du complexe 1 de la chaîne respiratoire dans la mitochondrie, ça ne tue pas les neurones. Une dose subtoxique d'inhibiteurs du protéasome, ça ne tue pas les neurones.
Et lorsqu'on met ces deux doses ensemble, eh bien, on tue les neurones. Donc vous le voyez ici, ça ce sont des neurones normaux. L'époxomycine, c'est l'inhibiteur du protéasome. Les neurones sont normaux. On peut essayer de les stresser aussi, soit avec de la roténone seul, soit du MPTP seul. Ça les altère un peu, mais ils survivent très bien. Par contre, lorsqu'on met les deux composés ensemble, vous voyez qu'on va tuer les neurones. Donc ça veut dire qu'il faut probablement faire des essais thérapeutiques avec des combinaisons de molécules neuroprotectrices, mais c'est très très compliqué en termes d'enregistrement des molécules, parce que du coup il va falloir tester toutes les interactions. Hélas, les autorités réglementaires nous demandent de tester les interactions. Donc il y a quelques chimistes de génie qui essayent maintenant de greffer des principes actifs agissant sur des cibles différentes sur la même molécule, ce qui évite ce problème des interactions. Enfin, la dernière raison que je souhaiterais invoquer, c'est que l'environnement cellulaire des cellules qui dégénèrent, ou des cellules malades, des neurones dopaminergiques entre autres, change dans la maladie de Parkinson, ce qui risque ou peut modifier complètement les mécanismes de pénétration des molécules et des médicaments. Juste un exemple, l'environnement cellulaire change, puisque, là je vous le montre chez la souris MPTP, mais chez le patient parkinsonien post-mortem, on a montré la même chose. Il y a des lymphocytes T qui rentrent dans le parenchyme cérébral. Il n'y en a quasiment pas chez l'animal normal, ici, et vous voyez, là, ces petites cellules vertes qui sont marquées à la GFP sont des lymphocytes qui ont pénétré dans le cerveau. Donc l'environnement cellulaire, il est complètement différent. Il y a aussi la formation de nouvelles cellules microgliales dans le cerveau des patients parkinsoniens et dans les modèles expérimentaux animaux. Et puis, il y a aussi une néovascularisation. Vous le voyez ici chez le singe intoxiqué par le MPTP, il y a des cellules endothéliales qui sont des néocellules qui sont marquées au BRDU et puis plus de vaisseaux sanguins. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait rapporté dans le Lancet il y a maintenant plus de 25 ans. Donc, c'est vraiment l'environnement du cerveau change chez le patient parkinsonien et il y a peut-être même des modifications. Alors, pas forcément de la BHE, mais en tout cas des capacités de transporter les médicaments. Et ça avait été montré il y a quelques temps maintenant par le groupe de Nico Landers en PET, où il avait montré qu'il y avait des modifications des transporteurs des xénobiotiques dans le cerveau des patients atteints de maladie de Parkinson. Or, la plupart des essais de pénétration, de passage de barrière, il faut savoir qu'ils sont faits chez des gens normaux, jeunes. Alors, les patients parkinsoniens souvent sont un peu plus âgés. Il y a peu d'études de pharmacologie, voire même de toxicologie qui sont faites chez le sujet âgé, et puis encore moins chez les patients parkinsoniens. Donc, quelque part, on tire un petit peu dans le noir. Donc, en conclusion, je pense que pour les cliniciens, il ne faut jamais croire ce que vous disent les chercheurs fondamentalistes. Et pour les chercheurs fondamentalistes, attendez, je vais vous mettre dos à dos. Pour les chercheurs fondamentalistes, ne croyez jamais ce que vous disent les cliniciens. Mais essayez de travailler ensemble pour poser les vrais problèmes. Il faut que les chercheurs arrêtent de faire des essais sur des petites souris qui sont toutes identiques, qui sont de la même lignée. On ne se ressemble pas, vous voyez, on est tous différents. On n'est pas tous dans le même environnement. Il y en a qui ont été mis en contact avec des cochonneries, d'autres non. Donc il faut arrêter dans les laboratoires de faire ce type d'expérience. À l'inverse, quand il y a quelque chose qui marche dans le laboratoire, les cliniciens, arrêtez de faire des essais sur des patients que vous n'avez pas caractérisés. Même si ça plaît à l'industrie pharmaceutique, ça va nulle part, je pense. Donc il faut que collectivement, et c'est vraiment un travail collectif qu'il faut faire, mettre des chercheurs du laboratoire, des cliniciens ensemble pour essayer de repenser la neuroprotection, pour faire des essais cliniques sur les populations sélectionnées,
le plus tôt possible, donc essayer d'avoir encore plus de biomarqueurs prédictifs. Il faut probablement agir sur l'origine de la maladie. Si c'est une forme génétique, on la connaît, mais aussi peut-être avec des anti-inflammatoires s'ils jouent un rôle dans la progression, des combinaisons de drogues, puis vérifier que les médicaments pénètrent dans le cerveau. Je voudrais juste quand même vous citer une étude qui est exemplaire et qui a coûté des millions de dollars, un anti-inflammatoire dans la maladie d'Alzheimer, qui est la rosiglitazone, c'est un agoniste PPAR gamma. Il a été testé dans l'Alzheimer, et ben cette molécule, elle passe à peine la BHE. Donc très franchement, il y a des essais que je n'arrive pas à comprendre. Alors, je voudrais remercier, comme vous l'avez compris, je crois en la recherche translationnelle, en un travail entre les cliniciens et les chercheurs fondamentalistes, et sont toutes ces personnes dans mon équipe qui font ça. Et puis je crois aussi à l'association avec les patients. Et c'est la raison pour laquelle je fais un peu de publicité, j'en profite pour ce congrès, qui est le World Parkinson Congress. C'est un congrès tout à fait particulier qui a lieu tous les 3 ans. Ce sont 3 congrès en un congrès. Il y a des sessions évidemment où on fait travailler tout le monde ensemble. Mais il y a des sessions pour les chercheurs fondamentalistes, pour les cliniciens, et surtout pour les patients et les aidants. Et c'est un congrès qui est vraiment très original parce qu'il y a en général 5 à 6 000 personnes, mais la moitié ce sont des patients. Et on peut apprendre énormément du contact avec les patients, de la réflexion avec les patients, en particulier pour la douleur. C'est quelque chose qu'on a mis en place en France, donc n'oubliez jamais les patients. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cet excellent exposé qui nous a appris énormément de choses. Je vais donner la parole à l'Assemblée. Je vais commencer par notre Seigneur. Oui, Seigneur. Seigneur, j'accepte. Oui, neuroinflammation. Par exemple, dans certaines formes de schizophrénie, avec hallucination dans des formes débutantes, on a essayé l'aspirine, les inhibiteurs de la cyclogénase et l'aminocycline avec des résultats non négligeables. Voilà. Ça rentre dans le cadre des hypothèses neuroinflammatoires qui peuvent toucher non seulement la maladie de Parkinson, mais plusieurs maladies psychiatriques. C'est une hypothèse. Oui, tu as tout à fait raison. Alors, vu globalement, c'est en effet tout à fait ça. C'est-à-dire, là, on est en train de parler, en fait, de la réaction innée, c'est-à-dire qui n'est pas antigène spécifique. Et ça, en effet, c'est un peu ce que je vous ai montré avec ces neurones souffrants qui activent les cellules microgliales. Il y a ça, oui, ça joue un rôle très certainement. Mais il y a probablement, et je n'ai pas eu le temps de vous le montrer, des choses beaucoup plus intéressantes où on fait agir l'immunité adaptative, et en particulier ces cellules T, ces lymphocytes T, dont on sait que ça c'est la voie de l'immunité qui est plus spécifique d'un antigène. Et on sait qu'il y a des formes modifiées d'alpha-synucléine, en particulier de NO-alpha-synucléine, et dans les ganglions cervicaux supérieurs, on a identifié ces formes-là. Donc on pense que oui, il y a des formes, des protéines modifiées qui vont en périphérie, et ça peut peut-être jouer un rôle vers une immunité beaucoup, beaucoup plus spécifique. Et les TH17, on pense qu'ils jouent un rôle en effet dans cette sphère. Oui, il y a une question là-bas à droite. Je crois que c'est Alors, c'est ça? Oui, alors j'ai 2 questions. C'est vrai que la maladie de Parkinson elle est hétérogène, mais qu'en est-il quand même des formes génétiques où il y a certaines gènes où on comprend très bien un petit peu le produit? Je prends l'exemple par exemple du gène Parkin avec les dysfonctionnements de la chaîne ubiquitine protéasome, c'est-à-dire on arrive quand même assez clairement à suivre la cascade qui va amener à la mort neuronale. Pourquoi ça peine, la recherche n'arrive pas un petit peu à retrouver au moins des médicaments qui peuvent arrêter ce process? La deuxième question, c'est
c'est par rapport qu'on est on va dire, de l'effet des rayons infrared, c'est-à-dire les proches infrarouges qui ont été en vogue il y a 2 ans sur la publication d'équipes de Gaulle. Alors, si je veux répondre très rapidement à votre première question, c'est un problème d'argent. C'est un problème d'argent et l'industrie pharmaceutique n'est pas forcément prête à investir sur une toute petite population de patients. Alors, ça commence un peu plus. Alors, la Parkin, c'est un petit nombre de patients. La mutation LARC2, c'est quand même un plus grand nombre de patients. Et il y a des choses qui commencent sur LARC2. On commence à mieux connaître la physiopathologie. Et donc, il y a des essais. Je sais qu'il y a des essais qui se préparent sur LARC2. Donc, ça, c'est clair. La NIR infrared, si je veux être politiquement correct, je dirais Joker. Les résultats ont été infirmés par une autre équipe. Donc il y a la dame, sais pas trop. Il y a la dame au fond. Voilà, vous lui donnez le micro, s'il vous plaît. Oui, merci. Je voulais poser une question concernant la microbiote intestinale, parce que actuellement c'est la nouveauté dans la sclérose en plaques, parce que je m'intéresse principalement à la selle. Mais je voulais savoir, est-ce qu'il y a une relation entre la microbiote, donc dans la neuroprotection, concernant la maladie de Parkinson? Oui, alors il y a plusieurs études qui ont été faites sur le microbiote et la maladie de Parkinson, avec des modifications du microbiote rapportées chez les patients parkinsoniens par rapport à des sujets témoins. Donc c'est une piste intéressante. Pour autant, lorsqu'on fait une analyse plus globale et qu'on compare toutes ces analyses, ce ne sont pas du tout les mêmes espèces que l'on retrouve modifiées d'une étude à une autre. Et je pense que c'est parce qu'on n'en est encore qu'au début et qu'il va falloir faire des analyses sur des populations un peu mieux contrôlées, c'est toujours la même histoire, et puis en tout cas sur des populations plus importantes en nombre. Mais dans les grands congrès Parkinson, systématiquement, on fait une session microbiote maintenant. C'est un sujet qui est très chaud. Merci. Encore. Oui, la dame. Merci. Bonjour. Et ma question s'adresse à tous les intervenants. Je me présente, je m'appelle Aziza Stofi. Je ne suis pas médecin. Je ne connais rien sur la médecine. Je n'ai aucune relation avec la médecine, ni de près ni de loin. Donc, ni avec les pharmaciens et les pharmaciens. Je tiens à vous remercier tous pour vos prestations très riches au niveau de l'information. C'était trop clair et je peux suivre de près tout ce qui a été présenté. Et je vous en remercie. Et ma question en tant que citoyenne qui s'intéresse à la problématique liée au Parkinson, est-ce que cette maladie est héréditaire? Si c'est le cas, est-ce qu'il y a des mesures à prendre pour prévenir cette maladie, comme par exemple le cas du cancer? Il y a des personnes qui savent qu'elles sont prédisposées d'être atteintes au cancer, donc il y a des mesures qu'elles prennent. Peut-être qu'ils vont recourir à une mastectomie d'organes. Ça, c'est pour ce qui est de la première question. La deuxième, c'est plutôt un appel que je fais à tout le monde, à tous. J'ai été interpellée par rapport à la publicité que vous avez faite, aussi par rapport à la prestation de Rabia quand elle a parlé de la douleur. Et donc, je me demande comment se fait-il, il y a des malades atteints de cette maladie qui ignorent d'abord le nom de la maladie et ne sont pas conscients qu'ils sont atteints par le Parkinson. Ils souffrent en silence. Ils ne savent pas qu'il y a quand même une alternative. Ils ne savent pas qu'il y a de la chirurgie ou bien des traitements médicamenteux. Donc, mon appel, voilà, c'est plutôt, j'incite tout le monde à fournir beaucoup plus d'efforts pour faire connaître cette maladie. Et je précise, voilà, je parle du contexte marocain. Je vois qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites, je vois le travail des chercheurs, j'ai vu, voilà, j'ai assisté depuis ce matin, j'ai vu les prestations, mais ça reste dans l'intramuros. Donc voilà,
c'est une demande, je lance un appel. Voilà, il y a un problème de communication, peut-être à vocation informative, peut-être il y a un problème de gouvernance, problème de médiatisation. Et comment se fait-il, voilà, comment se fait-il qu'on est au XXIe siècle et on est à l'ère du digital et on n'utilise pas à bon escient? Donc, est-ce que ce sont les malades qui devraient justement faire ce travail à la place des chercheurs ou bien vice-versa ou ensemble? Voilà, et merci. Alors, je réponds d'abord à votre première question sur les formes héréditaires, les formes familiales de maladie de Parkinson. Déjà, c'est un petit nombre de cas, c'est moins de 10%. Et la très grande difficulté dans la maladie, c'est que l'âge de début est tardif. Donc, même dans ces 10% de cas, on ne peut pas prédire l'âge auquel la maladie va se développer. Je le souhaite à personne, mais on ne va pas dire à quelqu'un, même si on a les moyens, ben, écoutez, vous allez avoir une maladie de Parkinson, si elle se déclare à 85 ans, mais que la personne est déjà morte à 60 ans. Donc, il y a cette difficulté-là déjà. Mais il y a un choix. Lorsqu'il y a plusieurs personnes atteintes dans la famille, je ne sais pas quelle est la législation au Maroc, mais on peut tout à fait faire un diagnostic génétique de la maladie. Mais ce sont des formes vraiment très très rares lorsqu'il y a plusieurs atteintes dans la famille. Mais après, bon, pour le moment, c'est comme je vous l'ai indiqué, on n'a pas de traitement neuroprotecteur. Donc, les personnes peuvent le savoir, elles peuvent essayer de mettre en place des stratégies pour essayer de compenser lorsque la maladie se déclare, pour corriger les symptômes, mais on ne peut pas encore agir sur l'évolution de la maladie. La question se posera lorsque on aura vraiment ces traitements neuroprotecteurs. Le deuxième point, je pense qu'il est fondamental, la communication. Cette journée, je crois que c'est un exemple de communication. Et il faut que... Et je suis très content justement de vous avoir montré la dernière diapo sur ce congrès. Parce que c'est justement ça qu'il faut faire. Il faut essayer de travailler ensemble. Et en France, ce qu'on a fait, c'est maintenant, il y a 25 ans, on a monté une association. Ce sont les patients qui l'ont montée, mais c'est à l'initiative des cliniciens. C'est Yves Agide, qui est mon patron, qui était mon patron, qui a monté ça avec des patients, avec des gens un peu influents. Il faut monter des associations de patients. Parce que personne ne parlera mieux de la maladie que des personnes qui en sont atteintes ou des aidants. On peut apporter des informations scientifiques, des informations médicales, mais il n'y a pas que ça aussi. Et donc le lieu d'échange, c'est important. Et puis il y a un troisième point aussi qui est quand même assez délicat pour en parler, c'est que dans certains endroits, il y a encore une stigmatisation de la maladie. Alors moins pour la maladie de Parkinson, mais pour la maladie d'Alzheimer, il faut savoir qu'il y a une stigmatisation. Dans les pays d'Afrique, les gens qui vivent dans la brousse, les gens qui sont atteints de maladie d'Alzheimer, ils sont bannis du village. Ils sont chassés parce qu'on pense qu'ils sont possédés. C'est tout simplement une maladie neurodégénérative avec des neurones qui meurent dans le cerveau. Donc il y a aussi, oui, quelque chose à faire, et ça, je pense que ce sont les gouvernements qui doivent faire ça. En France, c'est le ministère de la Santé, c'est essayer de communiquer sur ces pathologies. Et nous avons mis en place dans notre pays un plan qui est le plan de maladies neurodégénératives avec 4 piliers, dont un pilier, c'est informer le grand public. Donc je crois que c'est capital et vous avez tout à fait raison d'insister là-dessus. Mais il ne faut pas tout attendre du gouvernement, il ne faut pas tout attendre des médecins et des chercheurs, il faut aussi que les patients travaillent ensemble et je crois monter des associations, alors pas des associations parce qu'après c'est la guéguerre entre les associations et c'est pire encore, mais il faut monter une grande association nationale. Peut-être qu'elle existe, moi j'en sais rien du tout, mais en tout cas, c'est important de se reposer là-dessus. En fait, il faut faire de la vulgarisation à tous les niveaux.
l'État, les médecins, les scientifiques. On a fait de la vulgarisation avec Yannick une fois. Je donne d'abord. Oui, d'accord. Par rapport à ça, je vais parler là. Non, juste pour information, il y a une association, en fait, Maroc Parkinson, qui est installée, qui a été créée à Marrakech et qui concerne en fait toute la région du Sud. Donc moi, ce que je leur ai demandé, parce que je les connais tous, c'est d'essayer d'ouvrir en fait cette association à toutes les régions du Maroc pour ne pas rester focalisé juste sur les patients du Sud. Je crois que, comme Étienne l'a très très bien dit, il n'y a pas mieux que une association des malades avec les familles des malades pour vraiment faire de la communication et de l'information. Mais n'en faites pas plusieurs. Hein, non, il faut on a vécu une seule ça en association. France. Après, il faut vraiment trop travailler pour les mettre en place. Mais tu sais, l'association à Marrakech s'appelait Association Maroc Parkinson Sud. Je leur ai dit, c'est la pire des conneries que vous avez faites. Enlevez Sud et laissez juste Maroc Parkinson. Donc c'est ce qu'ils ont fait maintenant, c'est Maroc Parkinson. Il y a beaucoup de réfractions dans notre culture, dans nos sociétés. On ne parle pas beaucoup des maladies, en fait. Voilà, on a eu un cas d'une dame qui est quand même instruite et tout, dont le mari a déclaré une maladie de Parkinson, et je l'avais adressée à Hamid juste pour lui expliquer la démarche. Il lui avait conseillé de prendre contact avec d'autres personnes qui accompagnent un malade parkinsonien. Elle a toujours refusé. C'est comme si c'était quelque chose dont il ne faut pas parler. Alors, moi, je pense qu'il faut qu'à la télé, qu'il y ait des émissions avec des médecins, des chirurgiens, des gens qui font... Parce que tout le monde regarde la télé, mais sur les chaînes marocaines. Parce que le Marocain ne va pas regarder les trucs de science. Mais sur la chaîne marocaine, à 1 heure d'audition. Et parler de ce genre de choses pour justement monter les associations et intéresser les gens. Ce qu'il faut faire, et là c'est un appel aux neurologues, hein, aux soignants, c'est l'idéal, c'est d'arriver à trouver quelqu'un qui est un peu connu, qui souffre de la maladie et qui accepte d'en parler. L'exemple qu'on a eu, et moi j'ai participé à ça au début, c'est l'acteur Michael J. Fox. Michael J. Fox, en l'an 2000, il était atteint de la maladie, il était tout jeune encore, c'était peu de temps après Retour vers le futur. Il n'a pas eu peur, il a monté une association, il a commencé, alors pour lui c'était rien du tout, il a commencé par donner 3 millions de dollars pour aider, il est allé voir ses copains à Hollywood. Maintenant, il distribue tous les ans 110 millions pour la recherche. 110 millions tous les ans pour la recherche. C'est l'aspect charité. C'est l'aspect charité, voilà. Et c'est important parce qu'on parle de la maladie, et donc ce qu'il faut, c'est que si vous identifiez vraiment quelqu'un qui a une très bonne renommée, essayez de le convaincre de vous aider à faire parler de la maladie au Maroc. Et aussi pour convaincre les médecins, aussi pour aller parler de la maladie. Oh, mais ils sont convaincus. Bon, vous savez combien il y a de neurologues au Maroc? C'est un grand problème. Donc, non, il y a monsieur avant vous. Il faut apprendre la discipline. La question c'est pratiquement répondue concernant découvrir le plus tôt possible la maladie. Bien sûr, aujourd'hui en France, on commence à faire un dépistage, une analyse génomique des gens non ciblés. Et voilà, peut-être on peut trouver aussi des nouvelles associations, pas seulement les 10%, mais d'autres associations génétiques avec des facteurs à risque qui sont chimiques, comme on avait les MTPP, ou d'autres produits qui sont en utilisation générale dans la campagne, par exemple les produits chimiques au niveau des vignes, des traitements des vignes, des choses comme ça. La dernière question à la demoiselle. Et puis on la session. Merci. Je tiens à remercier Dr Rabia et Dr Abdelhamid pour l'invitation. En fait, ma question est par rapport aux perspectives de nouvelles thérapeutiques. Est-ce que la thérapie par cellules souches constitue un terrain inexploré? Il y aura un exposé directement sur cette thématique. Personnellement, moi, j'y crois pas trop. On verra.
Voilà, donc cette session, Bon, bah alors ça, c'est pas polémique. on va clore cette première session de l'après-midi en remerciant les intervenants. Puis je vais juste, pour l'anecdote, Rabia voudrait transférer la recherche scientifique de l'autre côté de la Méditerranée. Mais le problème, c'est qu'elle m'a demandé qu'il fallait que je rédige des recommandations. Et parmi les recommandations que je vais proposer, c'est des comités d'éthique ici. Que ce soit au niveau des hôpitaux, comme au niveau des universités. Donc, non, ça n'existe pas. À l'université, ça n'existe pas. On peut tuer 1 million de rats. À la faculté de médecine de Casablanca, il y avait toujours un comité d'éthique. D'accord, alors je voudrais un comité d'éthique à l'université Martin V de Rabat. La loi sur la bioéthique, malheureusement, parue au bulletin officiel il y a 2 ans. Ça n'existe pas. Bon, on va clore ce débat. Et puis, il paraît qu'il n'y a pas de pause café. Donc, on va passer directement à la dernière session photo de famille. Alors, justement, on ne fait pas de pause café pour pouvoir rester dans les délais. Il y aura un cocktail de clôture juste à l'issue de la dernière session. Par contre, on voudrait profiter de l'entre-deux sessions pour faire une photo de groupe. Donc, si vous voulez bien venir sur scène tous pour immortaliser cette journée. Il y a la photo de famille. Les gens, ils osent pas. Pour reprendre la session.